Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous préparez de très belles fêtes pour cette fin d'année. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'espère que vous préparez de belles fêtes pour la fin d'année? Parce que moi, j'ai envie que mes fêtes de fin d'année soient inoubliables. Car cette année, j'ai envie de l'oublier. Au niveau du cinéma, cette année, ça a été une catastrophe. Je vous ai fait un petit top 10 spécial film français raté. Autant dire qu'il y avait matière, j'aurais pu vous faire un top 20, un top 30, un top 50, tellement des films français ratés on en a eu cette année. Vraiment, c'était l'année de tous les records. Ça, c'était pour le cinéma français. Maintenant, on va parler du cinéma dit normal, à savoir le cinéma voilà, hollywoodien, américain, ce que vous voulez. Je suis convaincu qu'un jour, l'année 2023 sera étudiée dans les écoles de cinéma parce que absolument rien n'allait. Et ça, dans tous les genres. Que ce soit les films de super-héros, les films d'action, les films d'aventure, les comédies, les films d'animation, il n'y a absolument rien qui n'allait cette année. On a eu quelques fulgurances, quelques exceptions, quelques films qui sont sortis du lot, comme Babylone par exemple, mais globalement, pour un Babylone, je sais que parmi vous, il y en a certains qui l'ont pas aimé, mais j'estime que c'était quand même un grand film, même si la fin est un petit peu décousue, c'est un film qui m'a procuré des émotions. Pour un Babylone, on avait au moins 10 navets, quoi, 10 navets, 10 nanars, tout cumulé. Bref, c'était une année vraiment très compliquée. Et faire cette vidéo, pour moi, c'est difficile parce que je dois me remémorer des trucs dont j'ai pas envie de me rappeler. C'est presque comme si j'allais au Vietnam et que j'allais me taper après les syndromes post-trauma, les trucs comme ça, les flashs avec les images douloureuses, tout ce qui va avec. Rien que d'imaginer justement les films dont je vais vous parler, je vais imaginer le temps que j'ai perdu, l'énergie que j'ai perdue, les espoirs que j'ai perdus. Bref, c'est parti pour ce petit top 10. Vous, dans les commentaires, enfin, cher viewer, cher abonné, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Donne-moi ton top 10, spécial flop de l'année, ton top 5, ton top 3, ce que tu veux. Mais donne-moi ton avis, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de voir si mon avis concorde avec certains d'entre vous. J'ai besoin de savoir que je suis pas fou, que mon top 10 est raccord et honnête, parce que c'est compliqué, quoi. Vraiment, je pense pas me planter par rapport à certains films. Et je le précise, je n'ai pas vu tous les films cette année. Je suis passé à côté de sacrées pépites, comme par exemple le dernier Ant-Man, j'ai eu que des mauvais retours, j'ai vu quelques scènes, j'ai tout de suite compris que j'ai bien fait de pas aller le voir, cependant je vais pas le mettre dans la liste parce que je ne l'ai pas vu, mais il y en a d'autres que j'ai vus, que je me suis farci, et j'ai remarqué que ces films-là sont appréciés, pour autant chez moi, non, ça va pas, il y a des trucs qui clochent, il y a des trucs qui coincent, et justement je vais en profiter avec ce top pour en parler. Allez c'est parti, on y va, let's go. Et surtout, ceux qui ont l'habitude de me regarder mais qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît les gars, abonnez-vous, ça m'aide. Merci d'avance. Pour commencer en numéro 10, je vais mettre un film qui va diviser, on va démarrer en douceur, je vais parler de Gran Turismo, qui pour moi est un des pires films de l'année. Et je sais ce que vous allez me dire. Certains d'entre vous vont me dire « Non, mais tu peux pas dire que c'est un mauvais film parce qu'il y a une belle esthétique, l'histoire est intéressante, les courses de bagnole sont cool, etc. » Oui, je ne dis pas le contraire. Cependant, qui est derrière la réalisation de Gran Turismo? Vous savez qui c'est? C'est Neil Blomkamp. Et Neil Blomkamp, qui c'est? Eh ben c'est un réalisateur sud-africain à qui on doit District 9. Les nouvelles générations, je pense pas qu'elles connaissent ce film. D'ailleurs, pour pas trop faire les gris, parce que je vous vois venir, oh là là, vous êtes jamais contents, vous, les cinéphiles, les youtubeurs, vous critiquez tout, nanana. Les gars, si vous voulez, je peux vous sortir 10 vidéos de suite pour vous parler d'années qui ont été de grands crus pour le cinéma. Et 2009, ça a été une année exceptionnelle pour le cinéma. On a eu District 9, Watchmen, L'étrange histoire de Benjamin Button, j'en oublie des tas d'autres, mais 2009, je me rappelle que ça a été une année de dingue concernant le cinéma. Même chose pour 2008, 2007, 2006, et là encore, je remonte le temps, mais je peux même vous parler d'années comme 2012, 2013, 2014, 2015, au niveau du cinéma, c'était grandiose. Mais cette année, je sais pas ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, tiens, je peux même encore remonter à plus récent, l'année 2019, c'était une année de gros bangers. Je rappelle que à quelques jours d'intervalle est sorti The Lighthouse et Joker. Voilà, deux des plus grands films de la décennie. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, je suis pas tant aigri que ça, les gars. Mais force est de constater que 2023, c'était... Et donc, Gran Turismo, ce qui me dérange, c'est que c'était un film très générique, malgré le fait que c'était Neil Blomkamp aux manettes. Et je le redis, je conseille les nouvelles générations, je vous recommande de regarder District 9 pour voir ce qu'est le cinéma de Neil Blomkamp. C'est à des années-lumière de Gran Turismo, qui était un film ultra générique, qui aurait pu être pondu par n'importe quel sous-traitant. Enfin, ce film n'a aucune originalité, il ne propose aucune nouveauté, il n'a aucune âme, ça qui me dérangeait, tous les personnages parlent en mode ping-pong, pourtant il y avait David Harbour dedans, il y avait Jimon Hunsoon, mais bah non, ces mecs-là ils sont en roue libre, je parle même pas d'Orlando Bloom qui est capable de rien faire d'autre dans ce film à part sourire béatement, là, je veux dire ça, je l'ai trouvé insupportable dans ce film, Gran Turismo c'était pour moi une grosse déception d'autant plus que, comprenez que on peut être déçu d'un film quand on sait que le réalisateur est naze, que c'est un nouveau, un no-name, que les acteurs en ont rien à foutre, qu'ils sont moyennement investis dans leur rôle, qu'ils en font le minimum syndical, là je peux comprendre. Seulement, quand on voit qui est à la réalisation et qui est au casting, là je suis désolé, il n'y a aucune excuse, parce qu'ils auraient pu nous produire un truc
un peu plus inoubliable. Alors oui, on a quelques plans bien léchés, quelques plans assez jolis, comme la bagnole qui se retourne, tout ça, une scène ou deux d'accident, d'accord. Mais est-ce que ça suffit pour en faire un grand film? Non, parce que c'est une succession de clichés, l'histoire de l'ado surdoué, qui arrive pas à se démarquer, machin, puis qui finit par grimper les échelons, qui rencontre une meuf sur les circuits, etc. Bref, c'est cousu de fil blanc. Dès le début, on sait comment ça va finir. Donc, personnellement, je mets Gran Turismo en numéro 10. Ce film n'a pas que des défauts, je suis d'accord. Cependant, quand on voit qui est aux manettes, qui a managé tout ça, et surtout quand on sait qu'est-ce qu'est Gran Turismo en termes de licence, je suis désolé, on ne peut pas accepter qu'un film pareil soit considéré comme un des meilleurs films de l'année. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. J'ai déjà fait une critique pour en parler, une critique un peu plus poussée. Là, pareil, c'était une réaction à chaud. Mais même encore maintenant, 6 mois après l'avoir vu, je suis toujours aussi énervé parce que non seulement je suis resté sur ma faim, et surtout j'ai vu un potentiel de ouf complètement gâché. Et ça, c'est encore pire que voir un simple nanar mal maîtrisé, mal branlé, mal réalisé, etc. Bref, je pense que vous m'avez compris. En numéro 9, alors là, ça va être encore plus douloureux. J'ai mis, je voulais pas le mettre, hein. Indiana Jones, voilà, Indiana Jones 5, oh là 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 là, ce film ça a été le plus douloureux de l'année pour moi, parce que moi j'étais content de revoir Harrison Ford, et je sais que certains ont gueulé en mode « Ah, Harrison Ford, mais il a 80 balais, il est trop vieux pour ce genre de film ». Oui, je suis d'accord, Indiana Jones 5 aurait dû sortir peut-être en 2010, 2011, 2012, à un âge où Harrison Ford n'était pas encore trop vieux, parce qu'en 2008, Harrison Ford, il avait quoi, je sais plus, il avait genre, 65 ans. C'était encore jeune, parce que c'était l'époque, justement, rappelez-vous, c'était l'année où les vieux acteurs revenaient sur le devant de la scène. En 2006, on avait eu Stallone qui était revenu avec Rocky à 60 balais, voilà, super stock, super vénère sur le ring. En 2008, il nous avait sorti John Rambo, où pareil, à 62 ans, il a arraché la gorge d'un mec à main nue. Enfin, c'était l'année, c'était l'époque où les yeux revenaient sur le devant de la scène et montraient ce qu'ils avaient encore dans le bide, au point de mettre la misère aux jeunes loups d'Hollywood qui débarquaient. Et j'ai trouvé Indiana Jones crédible en 2008, même si le film était mauvais, et encore, j'estime que c'est presque un chef-d'œuvre comparé au nouveau, j'étais content de voir Harrison Ford à 65 ans, alors que je me rappelle qu'à l'époque, beaucoup gueulaient. Et j'ai été encore content de voir Harrison Ford à 80 balais. Oui, ok, il était trop vieux. Oui, ok, là, j'étais trop avancé. Cependant, je trouve que ça passait encore. Parce que déjà, on s'aperçoit qu'il a quand même une bonne shape, hein, honnêtement. J'étais surpris de voir que... Enfin, surpris oui ou non, parce que c'est un mec qui a un bon gabarit de base, qui a un bon physique. Harrison Ford, il est bien tanké. Mais j'étais quand même... J'ai trouvé ça bien de montrer un mec de 80 balais qui arrive, qui fait encore, qui remboîte pour un film d'aventure, parce que ça donne l'exemple. Ça donne l'exemple aux jeunes, ça donne l'exemple aux vieux, comme quoi on n'est pas à foutre au rencard, passer les 60 balais. Ça, c'est pour moi un message positif. Cependant, bon, c'est bien beau tout ça. Bon, alors j'imagine bien sûr qu'il a eu des tas de cascadeurs pour faire les cascades à sa place, ce qui est tout à fait logique. D'ailleurs, il s'est même blessé l'épaule pendant le tournage, donc il s'y est donné à fond, le bon Harrison. Cependant, est-ce que ça suffit pour en faire un bon film? Non. C'est malheureusement un film qui est produit de son époque, donc qui a forcément un brin de wokisme, la femme forte et indépendante insupportable. Je répète qu'on n'a pas attendu le wokisme, voilà, les années 2000, fin 2010-2020 pour attendre des meufs fortes et indépendantes. Seulement là, ça a appuyé de façon lourdingue, parce que ça, le truc c'est que c'est lourd. On ajoute bien sûr une espèce de nouveau 2001, pareil, ça c'est pas tellement du wokisme d'ajouter un gamin de la diversité, parce qu'on avait déjà eu le 2001 dans l'Indiana Jones de 84. Et le truc c'est que tous ces personnages sont lourds. La meuf est insupportable, le gamin est insupportable, l'espèce de lover, l'histoire de la course-poursuite est insupportable également. C'est bruyant, c'est lourd, et les seuls qui se démarquent, c'est quand même Harrison Ford et Mads Mikkelsen, que j'ai trouvé très bon en méchant, même si j'ai pas trop compris qu'au début du film, il se prend une rambarde dans la gueule alors que le train est en pleine vitesse, et puis le mec, il revient 20 ans après, pouf, nickel, sans problème, sans aucune égratignure. Faut m'expliquer le projet. Bon bref, à part ces deux personnages, j'estime, portent le film sur leurs épaules, eux ainsi que le gros colosse qui meurt de façon complètement conne et complètement horrible. Je veux dire, le gros balèze qui balance les gars par l'hélicoptère, ça j'ai bien kiffé cette scène. En fait, le film est bon passé justement le moment où il meurt, ce mec. Une fois qu'il meurt, j'estime que le film perd énormément en qualité, perd énormément en rythme. C'est un peu les montagnes russes, ce film, et au début, pourtant, je le sentais bien, quoi. J'ai bien aimé le passage où on voit Indiana Jones qui a été rajeuni, le processus de re-aging était très bon, ça nous changeait de The Irishman, qui était complètement naze. Là, on voit bien qu'il y a eu un gros progrès, un gros gap entre 2019 et 2023, on va pas cracher dessus. Cependant, ça a été une déception, quoi. La fin est merdique, le final est foiré, le passage où il retourne dans le passé ou dans le moment d'Archimède, j'ai pas compris le bail. Voilà, les nazis, les méchants qui reviennent, bon, pourquoi pas, mais bon, ils se sont pas trop foulés. Alors que pourtant, on est dans l'Amérique, on va dire, l'époque communiste, tout ça, ça aurait été bien de faire revenir les cocos comme dans le dernier Indiana Jones, ça aurait été plus raccord. Bref, écoutez,
Bon, je suis resté sur ma faim comme la plupart des gens et c'est dommage, encore une fois, parce qu'il y avait un gros potentiel, il y avait une belle esthétique, je trouve que les effets spéciaux n'étaient pas si ratés que ça. Faut pas non plus être trop exigeant non plus. Bon, je suis d'accord qu'il y a une certaine forme d'exigence, c'est logique, mais là je trouve que c'est un petit peu exagéré. Bref, c'était une déception, parce que là, une fois de plus, on n'avait pas affaire à un nanar, on n'avait pas affaire à un AV, on a eu affaire à un potentiel immense avec un grand réalisateur pour finalement nous produire un film dans la veine des Disney du moment. Ça a été le dernier film Indiana Jones qu'on aurait pu, c'est le dernier Indiana Jones qu'on s'est tapé et il a été foiré. Et ça pour moi c'est impardonnable. Ils ont bousillé ce qui était pour moi une des plus grandes licences de films d'aventure de notre histoire et ça honnêtement je l'ai là. En numéro 8, Crazy Bear. Alors le film n'est pas mauvais en soi, mais je trouve que c'est un des films les plus flemmards que j'ai vu cette année. En gros, le concept c'est quoi? C'est un ours qui trouve de la cocaïne dans une forêt qui a été abandonnée par des dealers. Il sniffe la coke et il devient fou. C'est un scénario nanardesque, hein. On est d'accord que ça la joue en mode oh là là, mon dieu, la coke c'est trop cool, c'est trop fun, un ours va prendre de la coke, il va faire des dingueries, ça va être intéressant. Oui, ça aurait été intéressant il y a 15 ans, seulement on est en 2023, bon, c'est blague à la con sur la drogue, bon, c'est un peu dépassé, mais la valeur ajoutée qu'ont voulu nous sortir les réalisateurs, c'est transposer l'histoire dans les années 80, car c'est inspiré d'une histoire vraie, ça s'est déroulé dans les 80s, tout ça, ok. Seulement, vous le sentez, l'appel du pied au Stranger Things? Parce que moi, c'est ce que j'ai senti du début à la fin. C'est en gros, bon, les années 80, c'est à la mode, faut vite... allez, faut capitaliser là-dessus à fond, donc on joue à mort sur les références des années 80, et j'ai trouvé ça lourdingue. L'humour, mais 15 plombes avant d'arriver, et d'ailleurs il n'arrive jamais, parce que c'est un film qui se veut un peu drôle, mais je ne l'ai pas trouvé drôle une seule fois, je n'ai pas souri une seule seconde. Les personnages, on sent bien qu'ils ont voulu faire un petit peu comme les Goonies, sauf que là aussi ça marche pas, il n'y a aucune alchimie réelle entre les persos, on s'attache à aucun d'entre eux, et c'est bien lourdingue sur le fait qu'ils jouent bien sur le côté ours, drogué à la cocaïne, qui fait des conneries, qui tue des gens. Ouais, super, hein, encore une fois, je veux pas radoter, mais je suis resté sur ma faim, puis la présence de Feu Ray Liotta n'a pas changé grand-chose, enfin ça a été une grosse déception, ça a été, du temps de perdu, parce que c'est un film qui avait pas d'âme, un film sans âme. Et les films sans âme, franchement, c'est douloureux, parce qu'on sentait le potentiel, on sentait la technique, on sentait la maîtrise, on sentait que, esthétiquement, il y avait un gros effort qui a été fait, mais ça met tellement de temps à s'installer, ça met tellement de temps à se développer, c'est long, et encore une fois, les personnages ont tellement rien apporté, c'est tellement mal maîtrisé, c'est tellement mal agencé que il n'y en a aucun qui sort du lot. Vraiment, le jeu d'acteur, c'est impératif, c'est vraiment important. Si un acteur n'a pas d'âme, s'il ne dégage pas quelque chose, s'il ne dégage pas une énergie, c'est même pas la peine de continuer. Et aucun ne dégageait d'énergie. Vraiment, aussitôt vu, aussitôt oublié. Donc pour moi, Crazy Bear, c'était peut-être pas le pire du point de vue de la technique, mais c'est ça qui est encore plus vicieux. Quand un film est réussi du point de vue de la technique, mais qu'il ne vous laisse aucun souvenir, c'est que c'est grave. Parce qu'un film pourri sans technique vous laissera encore plus de souvenirs que ce genre de film. Et j'estime que c'est peut-être encore plus vicieux. Parce que nous, on est un peu attirés par la lumière. Oh là là, c'est peut-être intéressant. Puis finalement, vous perdez 2h30 de votre vie, quoi. Et vous n'avez aucune émotion, vous ne ressentez rien. Alors que devant un film de merde, un vrai film pourri, au moins vous ragez, mais au moins vous ressentez quelque chose. En numéro 7, Hypnotique de Robert Rodriguez. Alors là aussi, pareil, grande énigme. Robert Rodriguez, quoi, réalisateur de Planète Terreur, de Desperado, du Nuit en Enfer, c'est pas n'importe qui, c'est le meilleur pote de Tarantino. Cependant, écoutez, c'est comme pour Gran Turismo, j'ai du mal à croire que ce soit Robert Rodriguez qui soit derrière ce film. Parce que c'était un film produit, qui avait les qualités pour être produit par un sous-traitant, par un no-name, par un mec qui est étranger au système hollywoodien, au système du cinéma. Qu'est-ce qui se passe cette année? Là, c'était vraiment l'Inception version Wish, en gros, c'est un truc c'est une espèce de mix entre Inception, entre l'agence, entre plusieurs films un petit peu perchés, vous savez, sur les trucs d'hypnose, de trucs temporels, machin, bref, j'ai presque oublié de quoi ça parlait, tellement c'était vide, tellement ça n'apportait rien, et c'est certainement pas Ben Affleck qui a apporté quelque chose. Le mec devait se payer, je sais pas, une nouvelle maison, je sais pas, une nouvelle caravane, j'en sais rien, même chose pour Robert Rodriguez, ils ont eu un appel d'offres d'Hollywood, paf, ils ont sorti ça. Bref, film qui, pareil, n'a laissé aucune empreinte, n'a laissé aucun souvenir. Voilà, alors que pourtant, Robert Rodriguez a réalisé des bons films, mais il n'a pas réalisé que des chefs-d'œuvre. Desperado 2, par exemple, qu'est-ce que c'était que ce truc? J'ai rien compris. Pourtant, j'ai plus de souvenirs de ce truc que j'ai vu il y a 20 ans que Hypnotique, qui est pourtant, je veux dire, que j'ai vu il y a même pas 6 mois, quoi. Et pourtant, Desperado 2 m'a laissé plus de souvenirs, parce qu'il est tellement perché, tellement what the fuck, tellement bizarre, que j'en ai encore des bribes de souvenirs dans ma mémoire. Ça occupe encore un petit peu ma bande passante. Alors, les seuls trucs dont je me rappelle, c'est les quasi-erreurs de débutants, comme par exemple ce plan ridicule, grotesque, on voit William Fichtner, le méchant, en train de courir, avec un plan qui le filme.
c'est comme un plan de caméra de surveillance où on voit, je sais pas, un type qui a chouravé un yaourt au supermarché, quoi, et qui se barre pour échapper à l'agent de sécu. C'était vraiment minable comme plan, alors que c'est quand même des acteurs hollywoodiens, ils méritent un meilleur traitement. Je sais pas, tu vois juste la porte se refermer, tu vois le mec filmer au niveau de son épaule, voilà, où il repère qu'il est grillé, ce genre de truc, bref, aucune maîtrise. Vraiment, enfin, Robert Rodriguez qui est aux manettes, quoi, je comprends pas. Pour moi, à mon avis, il devait être... je sais pas, il devait être en train de siroter des mojitos sur son, je sais pas, sur son, je sais pas, dans son sofa, pendant qu'un autre mec devait se taper la réalisation, les plans, le cadrage, etc. Enfin, c'était vraiment bizarre, quoi, vraiment bizarre comme film. Aucune valeur ajoutée, rien d'intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui ont kiffé, mais perso, ça n'avait pas été mon cas. Et ce qui me frustre davantage, c'est parce que la maîtrise était naze, alors que c'était pas n'importe qui était aux manettes. Numéro 6, The Flash. Écoutez, je vais pas m'éterniser là-dessus, parce que... un budget pareil, pour nous sortir des effets spéciaux pareils, c'est insultant. Insultant, vraiment, ce film m'a insulté, quoi. Alors que, à la base, je suis pas fan des films de super-héros, je les matais vraiment pour le boulot. D'ailleurs, j'étais tellement frustré que j'ai même pas fait de critique dessus, honnêtement, je laissais ça à d'autres, ça m'avait tellement fatigué, parce qu'en 2023, voir des films qui proposent des effets spéciaux dignes d'une PS3, je suis désolé, mais non, je peux pas accepter ça, quoi. Puis faire revenir feu Christopher Reeves dans des apparitions comme ça, et les autres acteurs qu'on joue dans les Batman, les Superman, etc., en soi, ça aurait pu être intéressant, mais la façon dont c'est amené, le cringe dont c'est amené, il y a rien qui n'allait, quoi. J'ai pas de mots, franchement, j'ai pas de mots, j'ai capitulé devant ce film, c'est ça le mot, quoi. J'ai capitulé, déjà, j'étais pas un grand fan des Justice League, ces trucs-là, puis Flash, en soi, c'est pas un perso qui m'intéresse, Ezra Miller me sort par les yeux, et voir ce truc, ça m'a... J'ai rien senti, ça m'a juste aspiré mon âme, ça a aspiré mon énergie, j'ai regardé, vous savez, un petit peu comme la scène de The Boys avec le Homelander, là, ce même, là, qui regarde, j'étais exactement comme ça, quoi. Vous vous rendez compte, j'ai rien à dire sur ce truc, tout a été dit, de toute façon. Plop Time en a parlé, tout le monde en a... Regal Gorilla en a parlé, Dirty Tommy en a parlé, ils ont tous dit les choses, ils ont tous dit les termes, mais moi honnêtement je n'ai pas les mots, quoi, tellement ça m'a... Ça m'a absorbé mon âme, dès le début, dès les premières minutes, j'ai senti le truc venir, et je me suis dit, oula, non, non, puis direct j'ai débranché, quoi, puis j'ai assisté, j'ai accepté, vous vous rendez compte, j'ai accepté ça alors que j'aurais pu me barrer, j'aurais pu me lever de la salle et me casser, mais non, je suis resté jusqu'au bout. J'ai souffert jusqu'au bout, et je sais pas pourquoi, c'était presque du masochisme, hein, et j'avoue que je me surprends moi-même à avoir supporté ça. Bref, The Flash méritait largement cette place, hein, voilà, c'est pour moi presque le chant du cygne. Enfin non, c'est même pas complètement le chant du cygne, parce que c'était pas le dernier film de super-héros du DC Universe. Après on a eu Blue Beetle, après on a eu Aquaman 2, c'était même pas encore le film, voilà, le film Bye Bye du DCU, quoi. Non, c'était presque la face immergée de l'iceberg. Donc voilà, le seul truc que je retiendrai, c'est les quelques scènes avec Michael Keaton. Non pas que ces scènes étaient inoubliables, mais au moins le revoir, c'était cool, allez, le Batman des années 80 de Burton, pourquoi pas, c'était peut-être même ça la seule valeur ajoutée. Et je repense à ces plans qui... Voilà, où même en 2012, on faisait des trucs plus dingues. Regardez le Avenger de 2012, donc sorti 11 ans avant. Vous vous rendez compte, je veux dire, en 2012, on faisait des trucs 100 fois mieux, quoi. Bref, c'est une catastrophe. Numéro 5, alors là aussi, il y a eu une grosse douleur, c'est Expendables 4. Mais ça, fallait le... Expendables 4, c'est un petit peu comme Indiana Jones. Le dernier Indiana Jones, c'est un film qui aurait dû sortir il y a 5 ans, maximum. Je sais que beaucoup ont critiqué Expendables 3, alors que moi, perso, j'ai bien aimé, je l'ai pas trouvé si mauvais. J'ai bien kiffé voir Mel Gibson. Faire arriver des jeunes loups, pourquoi pas. Voilà, c'est bon, on avait vu les yeux pendant les 2 premiers films, c'était cool. Maintenant, c'était bien d'incorporer quelques petits jeunes. Puis en soi, c'était intéressant. Le film n'était pas un chef-d'œuvre, loin du premier. Même si j'ai moins aimé le deuxième, par exemple, je dois reconnaître que j'ai passé un bon moment devant ces 3 larrons. Et le 4, ça a été particulier. Oui, je précise bien que j'ai pas vraiment aimé le 2 parce que j'ai pas aimé le côté un peu beauf, le côté beauf assumé. Parce que j'aime bien quand on sort des acteurs, on va dire, qui ont la qualité de plaire aux beaufs, mais j'aime pas quand on surfe un peu trop sur la beaufitude, et je trouve que le 2 surfait trop là-dessus. Et le 3, ok, il n'y avait pas la même violence que dans le 1 et le 2, mais je le trouvais quand même passable, notamment grâce à Mel Gibson. Mais alors celui-là, insultant, voilà, j'ai pas d'autres mots, quoi. Effets spéciaux dignes du studio Asylum, de toute façon j'ai déjà fait une critique sur ce film, j'ai déjà tout dit. Voilà, les effets spéciaux minables, prestations minables, Jason Statham qu'on voit tout le temps, partout, Stallone qui nous donne le minimum syndical, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'était malheureux de le voir comme ça. Après je pense que voilà, il est trop yeuve, hein. Maintenant il a passé l'âge, il a trop fait de dingueries, je peux tout à fait comprendre. D'ailleurs il l'avait très bien dit dans l'excellent documentaire sur Netflix Sly, il le dit très bien que le premier Expandable l'a bien diminué, parce qu'il faut
pas oublier que c'est pété le cou, il s'est fait très mal. Pourtant, il a quand même continué avec un Expendables 2, 3, Lost Blood, il a quand même continué encore pendant 10 ans. Bon là, je comprends bien que là, il est un peu fatigué, voilà, pour lui c'est relou, il a passé l'âge. Mais bon voilà, il méritait quand même un autre traitement. Et tout le budget est parti dans des effets spéciaux juste ridicules. Le gros du budget est parti également dans le cachet de Statham, ce qui pour moi est un scandale, parce que tous les autres ont touché une misère, et le pire, c'est ceux qui ont été les plus mal payés, c'est les acteurs, l'acteur de Hong Bak et de The Raid, eux ils ont touché une misère, alors que c'est eux qui ont le plus donné dans le film. Honnêtement, c'est les seuls moments d'intéressant d'Expendables 4, c'était leur prestation, où les mecs se donnaient à fond dans leur baston, alors que les autres... Bref, ça a été très douloureux, le seul truc que je retiendrai, c'est l'affiche, que je trouve assez jolie, je trouve que c'est une belle agence, voilà, c'est plutôt original, l'agencement de couleurs, ça se ressemble pas mal avec les autres affiches. En soi, l'histoire, vraiment écrite sur un timbre-poste, même si on n'en attend pas plus d'un film sur Expendables. Là, c'était vraiment, la moitié de l'histoire, ça se déroule sur un cargo, donc tout est filmé en studio, c'est dégueulasse, course-poursuite de bécane sur le rafio, enfin c'était ridicule. Bref, une des grosses déceptions de l'année, on s'y attendait quand on a vu la bande-annonce, mais... Pourquoi sortir un film pareil 10 ans après le dernier Expendables alors que les acteurs ont déjà pris un gros coup de vieux supplémentaire? Bref. Numéro 4, comme on est dans la veine des films d'action avec beaucoup d'effets spéciaux, éco-plus, avec des histoires d'agents secrets, machin d'agents surentraînés, Agent Stone sur Netflix, fallait bien que je cite un film de Netflix. Pareil, j'ai fait une critique sur ce film. Mon Dieu que c'était douloureux, c'était un petit peu le Voleuse version américain, mais en mieux bien sûr, parce qu'on fera pas pire que Voleuse, ça c'est clair et net. Cependant, Agent Stone, voilà, le thème musical qui est insupportable, vraiment c'est resté dans mon... c'est resté emprunté là-dedans, c'est le tin, enfin le truc vraiment hérité d'un film d'action foireux des années 80. La seule prestation que je retiens, c'est le méchant, Jamie Dornan, je crois, oui c'est cet acteur-là qui avait joué dans 50 nuances degrés. C'est le seul élément à peu près correct de ce film, alors le reste, tout est en roue libre, rien d'intéressant, rien de fun, film d'action qui est ultra générique, qui emprunte tous les codes des films d'action sur les films d'action des années 80, 90, début 2000, transposé là-dedans, une espèce de mix de gloubi-glouba insupportable. À la rigueur, je vous conseille de voir plutôt ce film de Soderbergh, Piégé, qui est beaucoup plus cool, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus réaliste, mais Agent Stone, oh là là, ça a été... C'est pas un des pires films de l'année pour la plupart des gens, mais c'était pour moi, je veux dire, un moment douloureux qui m'a transmis aucune émotion positive. Alors là, pour le coup, j'ai passé un meilleur moment devant The Flash, parce que devant The Flash, au moins, je pouvais réfléchir, au moins, je pouvais penser à autre chose, je pouvais m'évader. Que là, devant Agent Stone, j'étais quand même embarqué dans le truc, et j'avais pas d'autre d'alternative que de souffrir en voyant ça, quoi. Donc, Agent Stone, j'estime qu'il mérite largement sa place. Et puis, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà comment je peux résumer Agent Stone. C'est tout. En numéro 3, alors là, c'est un scandale, c'est 65, La Terre d'avant. Vous vous rendez compte que même des acteurs comme lui sont réduits à jouer dans ce genre de film? C'est quand même une catastrophe. C'est dire que cette année, c'est compliqué. Je pense qu'il se passe des trucs qu'on n'a peut-être pas anticipés. Peut-être que les acteurs ont senti le vent tourner par rapport à l'histoire de l'intelligence artificielle, les grèves des studios, machin. Et peut-être que tous les réalisateurs les plus connus, les acteurs les plus connus, cachetonnent à fond dans des films pourris pour gratter un maximum de pognon avant de se retrouver au rencard, parce que potentiellement, avec les risques d'être remplacé par l'IA, je sais pas. Ce que je viens de dire me terrifie, ça me glace le sang rien que d'y penser, mais je viens d'y penser maintenant, je viens de tilter, parce que je me dis, pour que des films comme ça acceptent de tourner là-dedans, c'est qu'il y a un problème, parce que ce gars, il a quand même tourné avec Scorsese, il a quand même fait des films d'auteur, des trucs comme ça. Pourquoi il se retrouve là-dedans? Et le pire, c'est qu'il se prend vraiment au sérieux dans ce film, c'est ça le pire. Et ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que 2023, on en est réduit à faire des films de dinosaures de ce niveau-là, quoi. 2023. Déjà, on a tous morflé en 2022 avec le dernier Jurassic World, qui était un cauchemar réveillé, quoi. Mais là, je me suis dit, oula, un film de dinosaures, 2023, ça sent bon. Parce que là, on est indépendant dans la saga Jurassic Park, c'est terminé, on en termine avec ces conneries. Maintenant, on va revenir à quelque chose de différent. Peut-être qu'ils vont nous proposer un film de dinosaures vénère, violent, qui a strictement rien à voir avec les Jurassic World, les trucs de famille, etc. Peut-être qu'on va avoir affaire à un film d'action-aventure à la King Kong, un truc avec des dinosaures vicieux qui vont nous terrifier. Sauf que non. Enfin, excusez-moi, là, je pourrais mettre le même de comment ça s'appelle, de The Office, parce que c'était... Mais comment c'est possible, quoi, vraiment? Et encore, le film est sorti en début d'année, vous imaginez, quoi, c'était début d'année compliqué, c'est pas genre on s'est tapé tous les pires films au moment de l'été, au moment des périodes estivales, et pour la fin d'année. Non, c'était de janvier jusqu'à décembre. Et 65 La Terre d'avant, c'était, voilà, la souffrance du moment, c'était une épreuve supplémentaire à ajouter à 2023, j'estime qu'il méritait largement cette troisième place, parce que des effets spéciaux pareils, une histoire pareille, un scénario pareil, un jeu d'acteur pareil,
Ça mérite pas plus, quoi. Vraiment, voilà, Adam Driver n'était pas du tout attachant, j'ai ressenti aucune émotion pour lui ni pour la meuf, les dinosaures m'ont saoulé, tout ce film m'a saoulé, ce film nous a saoulés pour la plupart d'entre nous, ce film a été flingué voilà, unanimement, à juste titre. Bref, épreuve très douloureuse dont on aurait pu très bien se passer, mais qui malheureusement symbolise parfaitement ce qu'est l'année 2023. Une année douloureuse, sans inspiration, sans originalité, sans talent. En numéro 2, comme on parle d'animaux, écoutez, faut qu'on parle naturellement de The Meg 2. Oh là 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 là. Là aussi, pareil, j'ai fait une critique de ce film où j'estime avoir tout dit, mais il y a encore des tas de choses à dire. Notamment, le truc qui m'avait échappé, c'est qu'au début, quand on voit la scène, pareil, encore un dinosaure, où on voit le T-Rex se faire bouffer, enfin se faire attaquer par des espèces de quadrupèdes bizarres. Je rappelle que les effets spéciaux, honnêtement... Bon, reprenez le premier The Meg 1, En eau trouble. Le film est sorti, je crois, en 2019. Les effets spéciaux étaient propres, non, en 2018, pardon. Les effets spéciaux étaient hyper propres, le requin était hyper réaliste, enfin, c'était super bien fait. Alors que là, le film, la suite sort 4 ans après, 2023, avec le même budget, voire un peu plus de thunes, le requin est dégueulasse, il est beaucoup moins bien fait, moins flippant, et je ne parle même pas du dinosaure du début, donc le T-Rex, plus les petits dinosaures qui le suivent, qui sont au début sur la terre ferme, et qui, 30 millions d'années plus tard, sont dans les abysses, à 8000 mètres de profondeur. C'est-à-dire que ces bestioles-là, qui vivaient sur la terre ferme, ils ont réussi à s'adapter sans changer de gueule, sans changer de forme, pour survivre dans les abysses, quoi. Un endroit où vous êtes normalement pulvérisé si vous retirez votre scaphandre. Enfin, faut m'expliquer, quoi. Je ne comprends pas. Pareil, il y a une scène où il y a une meuf qui se fait compresser, qui se fait éclater, et le mec, son pote, il est en train de pleurer parce que sa copine vient d'être désintégrée, quoi. Et la façon dont c'est montré, c'est... Comme c'est un film un peu pour enfants, ils n'ont pas pu montrer un truc vénère, comme par exemple dans Underwater, excellent film pareil de 2019 que je vous recommande, film sous-coté mais qui est excellent, incroyable, et rappelez-vous de cette scène pour ceux qui ont vu The Meg 2, quand la meuf elle se fait exploser par la pression, et sa moitié transforme en liquide noir, c'est bizarre, il y a son mec qui est en train de pleurer là en face, enfin c'était grotesque. Jason Statham, pareil, j'imagine que le gros du cachet, le gros du budget, c'est passé dans son salaire. Encore une fois de plus, c'est pas un film qui fait honneur à sa légende, hein, vraiment. On méritait mieux, Jason. Hein, tu méritais quand même de nous faire un peu mieux. T'es pas assez bien payé, c'est quoi le bail? Le truc, c'est que dans The Meg 2, il y a strictement rien à retenir. Déjà, le premier The Meg ne volait pas haut, mais alors celui-là, mais quel enfer, quoi. J'ai perdu des neurones devant ce film. Alors déjà, j'en ai pas beaucoup, les gars, si vous pouviez, s'il vous plaît, m'éviter ce genre de problème, parce que honnêtement, j'ai le sentiment de ressortir plus con de la salle de ciné que quand j'étais rentré, quoi. Et aucune originalité, effets spéciaux minables, scènes d'action minables, scènes d'humour minables, tout était minable, et avec un budget colossal pour des effets spéciaux juste grotesques. Bref, il méritait largement sa deuxième place. Et je vous recommande le bouquin The Meg, très intéressant, livre flippant, très, très bon cru, très grand cru de la littérature fantastique, enfin non c'est pas vraiment fantastique, littérature on va dire animalière anglo-saxonne, bref un grand roman que je vous conseille, qui vous procurera 1000 fois plus d'émotions que ce fameux The Meg 1 et 2 d'ailleurs. Bref, pour moi, ces adaptations sont des insultes à cette œuvre juste incroyable. Et enfin, number one, faut qu'on termine par le... Voilà, je sais que vous allez gueuler, hein, excusez-moi, mais on va terminer par un film que j'avais prédit. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite senti qu'il allait être mauvais, j'ai même fait une critique là-dessus. Forcément, je vais parler de Rebel Moon, le dernier Snyder. Ah, mais je ne comprends pas les gens qui me soutiennent ce film. Moi, je pense qu'honnêtement, je pense que l'impact médiatique a vraiment... le process médiatique a vraiment agi sur le subconscient. Parce que Rebel Moon a quand même eu une petite part pour moi c'est de la propagande à ce niveau-là, une grosse communication sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et j'ai remarqué que ces informations ont dû marcher chez les gens. Je pense que trop insister sur le fait pour dire qu'un film est génial, réussi, etc., ça joue sur les gens. Naturellement, la majorité des gens vont se rendre compte de la carotte, mais il y a quand même des gens qui plongent dedans. Et moi, je n'accepte aucune critique positive de ce film. Je suis désolé. Je suis prêt à perdre des abonnés, je suis prêt à me friter dans les commentaires, mais je ne peux accepter aucune critique positive. Oui, il y a 2-3 plans sympas. Seulement, c'est honteux de la part de Snyder. Je rappelle qu'il a fait 300 et Watchmen. Il a fait L'Armée des Morts. Ces films sont des chefs-d'œuvre, quoi que vous puissiez en dire. Et il nous fait ça en 2023. Mais c'est honteux, depuis qu'il est rentré chez Netflix, c'est n'importe quoi. Un abonné avait très bien soulevé que son director's cut de Justice League, c'était son chant du cygne. Et depuis qu'il est chez Netflix, c'est n'importe quoi. On l'a vu avec Army of the Dead, et on l'a vu avec Rebel Moon. Et en plus, le pire, c'est que le mec a l'outrecuidance de nous sortir que Rebel Moon puis ses influences dans Star Wars, dans Dune, dans Warhammer, dans Killzone, dans je sais pas quoi, dans Harry Potter, dans des trucs comme ça. Non mais gros, c'est même plus des inspirations, c'est du plagiat. Ce film est un plagiat de tous les space opéras qui sont sortis. Il nous a fait un best-of, un mix. Juste, mais
c'est insultant, je suis désolé. Et puis alors évidemment, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je ne parle même pas des messages, voilà, comment ça s'appelle, ah, comment on appelle ça déjà? Excusez-moi, les ding 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 ding, c'est pas le subconscient, les images subliminales qui nous lancent, à savoir tous les méchants sont des blancs, tous les héros sont des tismés, comment ça s'appelle, des membres de la diversité, etc. Enfin, puis alors bien sûr, on les montre bien, genre le Renoir, faut qu'il soit torse nu avec des tresses, hein, évidemment, le tismé, il faut qu'il soit torse-poil tout le temps avec les cheveux longs, voilà, le méchant, faut bien sûr qu'il ait un costume de pseudo-nazi ou je sais pas quoi, issu de l'Empire galactique de Star Wars, mélangé et mixé avec un uniforme de la SS. Et puis je ne parle même pas d'ailleurs des espèces d'oripeaux, de religieux qui le suivent, qui sont vraiment empruntés comment s'appelle, aux religieux orthodoxes. Donc il y a un petit peu voilà, le message, parce que les orthodoxes, principalement des Slaves, des Russes, donc tout de suite l'image du prêtre orthodoxe, qui pourtant sont vraiment badass, hein, quand vous les voyez en vrai dans les pays de l'Est, en Russie, on a l'impression de voir presque des mages, des magiciens, quoi, quand les mags débarquent avec leurs grosses beubars, leur croix orthodoxe, leurs fringues, leurs cheveux longs. Enfin, les mecs, ils en imposent, hein. C'est autre chose que votre curton de votre petit village, hein. Et là c'est une espèce d'image en mode, le best-of, quoi. Bref, bravo, vraiment, la subtilité chez Snyder, c'est quelque chose, quoi. Ce film était juste insupportable, imbuvable, honteux pour un film de 2023. Déjà, je l'avais senti dans le trailer, j'avais fait une vidéo review sur le trailer où j'avais dit que toutes les influences qui puiseraient dans ce film, c'était juste du copier-coller par rapport à ce qui était déjà sorti auparavant. C'était honteux de vouloir nous proposer un truc pareil. Snyder, tu n'as pas fait honneur au cinéma. C'est honteux ton produit, c'est honteux de vouloir sortir un truc pareil. Voilà, j'ai pas les mots, c'était pour moi le pire film de 2023. On l'avait tous vu, on l'avait tous senti. Et voilà, c'était douloureux, c'était infernal et... Bon, alors après, pour certains, je sais que certains ont plus souffert devant The Flash, devant 65, devant The Meg 2, je suis d'accord. Seulement, pour moi, encore une fois, je le redis, Zack Snyder, c'est un amour déçu, c'est une trahison presque, une trahison, parce que 300, c'est mon film préféré, c'est un de mes films favoris, dans mon top 5, et oser savoir que le réalisateur de ce chef-d'œuvre est affilié à Rebel Moon, c'est une douleur juste incommensurable dans mon petit cœur de cinéphile. Voilà, ça ira pour ce petit top 10 les amis, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à checker mes autres vidéos, il y a de très grandes chances pour qu'elles vous plaisent également. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour 2024. Ciao ciao!